Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui après avoir fait le bilan des Seahawks lors du dernier épisode et on se retrouve aujourd'hui accompagné non pas de un invité mais de deux invités puisqu'on va parler aujourd'hui des New Orleans Saints. Pour cela, je suis entouré au milieu de supporters des Saints puisque même chez nous, on a un gars des Saints en Anto. Salut Anto. Salut Alex, salut tout le monde. Et on a avec nous un habitué, on va dire, du podcast, mais plus de l'extra podcast avec des participations en Game Zone absolument remarquables à chaque fois. Et on a du coup Elio avec nous. Salut Elio. Salut les gars, et justement à force de louper et de pas gagner sur les game zones, j'ai dû ramener un renfort avec moi. C'est ça, et du coup on a John avec nous. Salut John. Salut les gars, content d'être avec vous ce soir. Ça fait très plaisir. Alors pour nous, c'est pas historique, mais j'ai envie de le dire un peu, parce que c'est notre premier podcast à 4. On en a fait plusieurs à 3. On a invité du monde de temps en temps, etc. Mais à 4, c'est le premier. Ça nous fait très plaisir. Et très plaisir de vous avoir tous les deux. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu rapidement, John et Elio peut-être enfin, comme vous voulez, allez dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. Ça me va très bien. Bon allez, je commence parce il a pas envie d'ouvrir la parole. Donc moi écoute John, je suis sur le compte Twitter Saints France depuis 2015 maintenant. Donc bientôt 10 ans que j'anime le compte. Ça a été un gros plaisir. Aux alentours de 2018, je crois, ou peut-être 2017, Elio a rejoint l'aventure avec moi et Bertrand et Alexis aussi qui font partie de la team. Et depuis l'année dernière, depuis août dernier, on a lancé aussi notre podcast, un peu comme beaucoup de comptes français spécialisés sur les Saints. Et donc c'est une belle aventure, on s'entend tous très bien. Donc non, très cool. Le French Quarter Podcast, pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, n'hésitez pas. Ça m'aide à préparer les épisodes sur les Saints notamment. Et, ça permet d'avoir une idée un peu de ce qui va se passer. Et toi, Elio, pour ceux qui ne t'ont jamais vu, qui n'ont jamais suivi tes différents exploits chez nous. Comme John m'a introduit, toute proportion gardée, bien évidemment, je suis donc un des membres de Saints France et du French Quarter Podcast. Un des membres créateurs et anciens maintenant, ça remonte à quelques années, de The Trick Play podcast, où on traite du college football en langue francophone. Voilà. Et puis écoutez, vous pouvez me trouver un petit peu. J'ai souvent la tête un peu partout sur les réseaux. Je suis un peu chiant, hein. Je monopolise un peu les discussions sur les sports US. Donc voilà, il y a des risques que vous m'ayez croisé quelque part. T'es le guacamole en fait, on essaye de te retirer de temps en temps et on n'y arrive pas. C'est ça. Et en plus de ça, je suis allergique à ça. Au Donc, guacamole. je suis Ok. allergique à moi-même, tu vois. Donc, je comprends les gens qui ne peuvent plus me piffrer à la fin. Je comprends. Et pour ceux qui, du coup, ne sont pas sur la version YouTube, youtube.com/le front office, Elio, vous pouvez le suivre à Elio The Ace sur Twitter notamment. John à John, mais sans le O, et parce qu'il rajoute 2 zéros à la fin. Et comme ça, on peut un peu le retrouver. Et tous les deux sur Saints France. Et sans compter The Trick Play. The Trick Play FR, c'est ça? Sur Twitter. Ouais, c'est ça. Voilà, et un peu partout. De toute manière, vous tapez The Trick Play, je pense que vous trouvez absolument ce que vous voulez, même sur Google. Donc n'hésitez pas. Et Anto, @lissenfleur45 sur Twitter. Il nous a même changé son compte parce que on s'était trompé une fois. Donc voilà, là vous le retrouverez assez facilement. Pour aujourd'hui, on va faire un retour sur la saison de 2023 de nos amis de la Nouvelle-Orléans. Ensuite, un petit cap sur l'intersaison et les besoins avant l'intersaison, on va dire. Puis on va faire un petit passage à la free agency et ensuite un autre à la draft pour voir un peu quelles sont les attentes pour la saison 2024. Pour les Saints, du coup, sur cette saison 2023, vous avez fini en 9-8 quand même. Et pas de playoff, ce qui s'est joué du coup juste à la. Comment dire, au head-to-head avec les Saints, avec les Buccaneers, pardon. C'était bien ça, hein. Ouais, ok. Yes, Et le tiebreaker. Ouais. le tiebreaker, exactement, c'est le mot qui me manquait. Anto, on va commencer par toi si tu veux. Ta saison, tu l'as vécue comment? Parce que c'est vrai que c'est une saison où. Enfin, moi j'ai un peu du mal à me rappeler que les Saints étaient en positif limite. Ouais, c'est un peu ça le problème. Moi, je l'ai vécu la saison un peu comme des montagnes russes. Ça veut dire un week-end, ça pouvait aller, l'autre week-end,
ça n'allait plus, on était déconfits. J'avais beaucoup d'espoir, moi, sur cette saison. Je pensais, surtout avec cette division aussi ouverte que la nôtre, je pensais qu'elle était facilement prenable et finalement, beaucoup d'irrégularités et un bilan positif, mais qui, je pense, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, finalement. Une escouade offensive et défensive qui arrive pas à se mettre sur le même axe. Ça veut dire que quand, une mi-temps, l'escouade offensive, assurait, l'escouade défensive, elle, décevait et inversement et en fait, toute la saison, j'ai l'impression on a couru, avec nous-mêmes, en fait et ça donne ce résultat positif mais très, très mitigé et on ne fait pas les playoffs et je pense que c'était bien normal cette saison. Elio ou John, hein, celui qui veut, on va commencer par Elio, on va dire. Toi, ta saison, tu l'as vécu comment entre tes différents déplacements et... Bah, en réalité, c'était attendu. On savait que ça allait se jouer avec les Bucks, que ça allait être proche. Voilà, on a la saison qui s'est jouée à quelques détails, hein, notamment des matchs qu'on a laissé filer, d'autres fois des matchs qu'on était censé remporter, qu'on a lâché, puis à l'inverse, d'autres matchs où on devait plus galérer, on a réussi. Il y a eu des hauts et des bas. Moi, mine de rien, ça a été une saison assez particulière parce que il y avait de retour une sorte d'espoir de playoff, ce qu'on n'avait pas eu quand même la saison d'avant. À côté de ça, nous, on a eu le podcast qui s'est créé, qui a quand même mis un allant, une sorte d'engouement aussi autour de Saints France et tout. Donc la saison, on l'a vécu en immersion, mais à plusieurs, ce qui finalement nous manquait un petit peu d'un côté, tu vois, en tant que fan francophone. Donc il y avait quand même du positif à retirer de cette saison. Et puis finalement, en fin de saison, je me suis dit, bon, c'est une saison d'apprentissage. Le head coach, c'est pas ça, on le sait tous, etc. Mais mine de rien, il y a encore des joueurs qui sont solides. Il y a des leçons à retenir et ça va pas forcément dans le mauvais sens. Pendant la saison, j'étais un petit peu plus négatif et j'en suis sorti, mine de rien, pas si dérangé que ça. Voilà. Mais moi, je suis assez d'accord avec vous deux. Je pense que ma saison, je l'ai vécu un peu un mix entre les deux. Forcément déçu parce que quand tu vois le calendrier facile qu'on avait, je pense que ça se produit une fois, peut-être tous les 15 ou 20 ans, d'avoir un boulevard comme ça. Donc déçu forcément qu'on n'ait pas gagné la division et qu'on n'ait pas fait les playoffs. D'un autre côté, on termine en bilan positif, j'ai envie de dire, vu comment c'était les montagnes russes d'une semaine à l'autre, ça reste satisfaisant, entre guillemets, hein. On n'a pas un bilan hyper dégueulasse, on n'a pas vécu des défaites atroces. Donc, ça, là-dessus, il y a eu des bons moments durant la saison. Je pense que, comme Elio le disait, on l'a peut-être mieux vécu, nous, parce que on avait notre thérapie de groupe à 4 chaque semaine. Donc, on pouvait aisément tourner la page. Mais non, je suis assez d'accord avec Elio. Tout n'est pas à jeter. Je pense que le front office, c'est clairement où on en est. On sait qu'on a poussé j'ai envie de dire la page Breeze et Payton le plus loin possible. On a essayé de continuer là-dessus. Ils en ont conscience que maintenant, il faut peut-être construire autre chose et ils le font de manière intelligente, sans tout faire sauter et sans qu'on. Pour moi, on a encore une équipe compétitive et on verra sur la preview, mais sur la saison prochaine, je pense qu'on sera un minimum là, un peu dans le ventre mou, mais on ne devrait pas vivre une saison catastrophique. C'est l'avantage de cette division, vous pouvez être dans le ventre mou et toujours viser les playoffs. Parce que ça se renforce, mais j'ai pas l'impression que vous soyez notamment, enfin, vous vous êtes renforcé aussi à mon avis. Donc c'est plutôt signe d'espoir, on va dire. Mais c'est vrai que le calendrier était pas. Bon après, t'as toujours 6 matchs dans ta division, donc ça aide aussi, même si les Bucks sont les Bucks et les Falcons vont sûrement s'améliorer encore. Donc ça laisse un peu de place. Pour la free agency, vous partiez un peu, j'ai l'impression, comme chaque année, mais je pense que les années suivantes, ça va se changer, avec un cap à rattraper. D'après les chiffres qu'on avait, il manquait 17 millions avant le début de la free agency. Vous avez coupé Michael Thomas notamment. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs que vous avez cut, j'ai pas vu en tout cas passer. Et comment dire, et derrière, vous arrivez quand même à signer du monde. Vous attendiez à quoi, vous, pour cette free agency
globalement. Est-ce que John, toi, tu avais des espoirs de signer quelqu'un de bien, d'améliorer un poste en particulier ou quelque chose comme Non, ça? globalement, pour moi, il n'y a pas de surprise. Comme je disais, le front office a conscience d'où en est la situation sur le salary cap, clairement. On n'a jamais été, même quand on avait un peu plus de cap, on n'a jamais été de gros dépensiers en free agency, hormis quelques splashs à la Jairus Bird qui ont complètement floppé. Tous Euh, les gros qu'on a essayé de signer en free agency, C'était une cata. Ça a été une ouais, cata. ça a été cata. Ah non, ça a été catastrophique. Donc, non, tu vois, ça a été des dépenses assez raisonnables sur des postes où on avait besoin, type Chase Young, on avait besoin, tout le monde a crié à l'horreur en voyant le contrat de 13 millions, mais quand tu vois dans les détails, au final, c'est un contrat très friendly pour la franchise. Willie Gay Jr., c'est très intelligent parce que on a besoin de profondeur sur le poste de linebacker et puis de Mario Davis n'est pas éternel. On rappelle qu'il a 36 ans cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, voilà, on n'avait pas beaucoup de moyens. On a fait avec les moyens du bord. Et on a commencé, tu le disais, avec la signature de Michael Thomas, on a commencé à avaler un peu de dead money sur des gros contrats. Il y a eu Andrew Spitt aussi, dont on s'est séparé, même si on a essayé de le signer là, juste avant qu'il aille aux Raiders. Mine de rien, on n'a pas prolongé James aussi, qui nous coûtait cher pour un backup. Donc, on a commencé à tourner la page, tu vois, pour nettoyer un peu le cap au fur et à mesure, sans tout faire péter d'un coup. Donc, pas de grosse surprise, il n'y a rien de flashy, mais c'est fait avec intelligence. C'est ça, et puis pour revenir sur Chase Young rapidement, c'est vrai que au moment où il est drafté, tout le monde en parlait comme un. Ça aurait pu être un numéro un, ça aurait pu être un numéro un de la draft. Bon, il était numéro 2, donc c'est pas non plus très loin de dire ça. Et si on t'avait dit 5 ans avant, tu signeras Chase Young pour 13 millions par an en gros, quand il sortira de. Alors après, effectivement, il y a eu de la NFL entre temps, hein, donc c'est pas la même chose, mais c'est vrai que ça donne l'envie de faire un pari sur un joueur comme ça. Clairement, et puis encore une fois, au prix auquel on le paye réellement, c'est dans son contrat, tu as beaucoup d'incentives. Si je dis pas de bêtises, en argent garanti, tu as entre 3 et 5 millions. Donc, c'est pas un gros pari. Tout le reste, c'est du bonus s'il est sur le terrain, si il a un nombre minimum de sacs, etc. Donc, le, ça vaut le coup de parier sur un mec comme lui, T'as envie de le payer cher, quoi. Ton espoir, c'est de le payer cher sur la saison. clairement. Si vous voulez, on peut voir un peu différentes signatures que vous avez aimées. Anto, est-ce que toi, tu as une signature que tu as aimée en particulier sur cette free agency de la part de tes Saints? Une signature en particulier, non, moi c'est plutôt la re-signature de Demario Davis. Moi qui m'a fait extrêmement plaisir, tant humainement que sportivement, parce que ça a l'air d'être un gars en or. C'est aussi l'un des visages de la franchise, l'un des visages de la défense. C'est un super joueur, c'est un leader, on en a besoin. Il est toujours aussi bon. Et surtout qu'il a restructuré son contrat, donc ça aide aussi pour le salary cap. C'est donc super intéressant. Et il a encore fait une grosse saison. Et il va finir sa carrière chez les Saints. Donc, que demander de plus? Pour moi, c'est vraiment celui que j'ai souligné. Parce que, ouais, je pense que vous avez fait la liste. Je suis pas hypé plus que ça par les signatures. Même Chase Young, moi, ça reste un gros point d'interrogation. J'attends de voir. Parce que certes, il y a du potentiel. Certes, on peut en faire quelque chose chez les Saints. Niveau défense, on est quand même pas mauvais. Mais voilà, je pose un gros point d'interrogation. Donc pour moi, c'est Demario Davis. Et toi, Elio, est-ce que tu as un joueur que tu aimes bien, à part Nathan Peterman, peut-être? J'allais te citer justement pour faire la blague. Non, non, je vais pas revenir sur Chase Young, hein, j'en ai assez parlé sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est juste formidable et inespéré. J'adorais le joueur à l'époque à Ohio State. Enfin, j'ai toujours adoré ce joueur. Très bonne mentalité, etc. Voilà. Bon, c'est une signature Saints, hein, mec pas mal miné par les blessures. Mais finalement, on est sur la D-line. Je vais pas non plus cracher sur ce qu'on a, vu on a Granderson, Jordan qui est toujours là, Foskey qui va continuer de se développer.
Voilà, donc Chase Young en plus, c'est que du bonus. Par contre, moi, j'ai bien aimé les signatures de Willie Gay, déjà, qui arrive avec une belle expérience chez les Chiefs. On avait besoin de linebacker, parce que c'est vrai qu'au niveau, sur le poste, on a quand même eu quelques errances de la part de Pete Werner. On n'avait pas non plus une room très deep, même si Nefi Sewell a commencé à se montrer avant de se blesser. Et puis surtout, j'aime bien la signature. C'est de la profondeur, mais c'est de la profondeur importante de Cedric Wilson en receveur. C'est le genre de mec qui peut te faire quelques catchs intéressants sur un match quand tu as besoin d'un receveur en plus. C'est un mec qui a de l'expérience, etc. Il sera jamais trop dans la room. Donc voilà. Comme il le disait, John, de toute manière, on n'a jamais trop de signatures flashy, mais par contre, c'est souvent des signatures qu'on va utiliser. Et moi, ce que je veux, c'est utiliser les mecs qu'on ramène chez nous. Voilà. Et pas des plus catchants. Cedric Wilson, pour l'avoir vu aux Dolphins, moi je trouve qu'on l'a pas utilisé assez et j'ai hâte de le voir avec un peu plus de place quelque part parce que quand il était aux Cowboys, il était vachement. Enfin, moi je l'avais beaucoup aimé avant qu'il signe chez nous. Je trouve qu'on l'avait pas assez vu. Après, peut-être que vous le signez aussi pour un peu soulager Rachid Shaheed sur les retours parce que je crois que c'est un bon retourneur dans mes souvenirs. Et Shaheed, il prend une place de plus en plus importante dans la room de receveurs. Donc en vrai, c'est bien pour de la rotation dans tous les sens. Les deux, je pense qu'ils vont être interchangeables assez souvent. Et moi, tu vois, bah, je rejoins Elio avec Willie Gay. C'est une signature très intelligente. Et quand on voit du coup Pete Werner, qui était un peu en difficulté l'année dernière, lui ramener de la concurrence, ça va faire du bien. J'ai beaucoup aimé les re-signatures du coup de Jonathan Abram, qui a été excellent sur la fin de saison, et Hugo Amadi aussi, parce que en profondeur sur le backfield, c'est deux joueurs qui ont leur rôle, même si c'est pas des gros noms, ils font le taf. Mais pour moi, la plus grosse signature off-season, elle n'est pas chez les joueurs, c'est au coaching staff, c'est Clint Kubiak. L'upgrade pour moi qui devrait faire la différence cette saison, c'est clairement le changement de coordinateur offensif, et on fonde quand même beaucoup d'espoir sur Clint, qui puisse enfin réveiller l'attaque et utiliser les joueurs à leur plein potentiel. Est-ce que tu as des joueurs où tu es frustré de les voir jouer et tu te dis, enfin, t'es pas frustré de les voir jouer, mais justement de les voir pas assez utilisés et tu penses que ça pourrait être mieux avec ce Typiquement, coordinateur? typiquement les deux receveurs, Olave et Shahid. Olave, l'année dernière, on l'a vu sur la première semaine, avoir des jeux en sortant du backfield et compagnie, enfin des choses intéressantes qui ont hyper bien marché. On l'a vu une semaine, peut-être deuxième fois en week 2, c'est tout. On l'a plus revu derrière. Shahid, pareil, qui est utilisé toujours sur les mêmes tracés. En tant que deep threat, alors que le mec a le potentiel pour beaucoup plus. C'est assez frustrant. Donc j'ai hâte de voir ce que Kubiak va faire avec Shahid et Olave. Ok. Et est-ce que vous avez, à contrario, parce que là on a fait du positif, mais c'est bien aussi le négatif de temps en temps, hein, est-ce que vous avez soit des signatures que vous n'avez pas aimées, on a parlé de Peterman rapidement, parce que même s'il va probablement pas il va probablement pas faire comment dire, la liste des 53, il a quand même pris 80 000 dollars, et c'est toujours 80 000 dollars de trop à mon avis. Mais que ce soit dans les signatures ou dans les départs, est-ce que vous avez des choses que vous avez moins aimées, Anto, notamment? Dans les signatures que j'ai moins aimées, j'avais noté, mais je crois qu'au niveau finance, il n'y aura pas trop d'impact. C'était Stanley Morgan Jr., mais il y aura aucun impact, je pense, financièrement. Donc c'est pas trop un coup de poker, mais il sort des Bengals. Bon, alors c'était compliqué de s'imposer chez les Bengals avec le trio fantastique du côté de Cincinnati. Donc je pense déjà, je suis même pas sûr qu'il sera retenu. Ce sera pour de la bonne Je, rotation. Ouais. je vais t'embêter, Anto, mais justement, non, au contraire, les fans des Bengals étaient assez déçus de le perdre parce qu'en fait, c'est un super special teamer. Ah. Returner et tout, il est très très bon à ce niveau-là. Il va être utilisé que pour ça. Je pense justement qu'il va faire les 53 et que Ouais. ça va être lui le spécialiste à ce niveau-là. Pour moi, c'est Pour soulager du coup de l'autre côté, Shahid, du coup. soit Shahid, soit en gunner, parce qu'on a perdu quand même deux bons éléments sur les special teams, notamment Zach Bone. S'il y a bien un endroit où il était bon, c'était dans les unités spéciales. Et il nous manquait du monde là-dessus. Pour moi, c'est une signature qui porte le nom de Darren Rizzi, un autre
coordinateur des équipes spéciales, et je pense qu'on l'a signé juste pour ça. Et ça avait l'air d'être un gros leader de vestiaire par contre. Donc, à voir. Pour moi, Et c'est une petite interrogation. né, grandi, lycée à la Nouvelle-Orléans aussi. Ce qui compte. Ça, c'est toujours bien d'avoir des gars comme ça. Pendant des années, si tu veux, avec Sean Payton, pour te faire la petite histoire, Alex, on ne signait personne de local. Personne qui avait été à LSU, personne qui avait été, qui venait de la Nouvelle-Orléans, etc. Il avait toujours peur qu'il y ait des mauvaises fréquentations, ce qui n'est pas toujours faux, Mm. hein, cela dit. Euh, mine de rien, bah, non, c'est bien de ramener des mecs qui savent où ils jouent, pourquoi ils jouent Clairement. ici. Tyrone Mathieu est un exemple, hein, voilà. Ouais. Il avait peur de reproduire du Aaron Hernandez. C'était. Waouh. Non, Les mais extrêmes. les extrêmes peut-être, mais en vrai, ça arrive à peu près. J'ai l'impression, tu vois, niveau timing. Enfin, je sais pas, bref. Oh, bah, regarde les Chiefs en ce moment, c'est voilà, encore aujourd'hui une nouvelle histoire d'ailleurs, hein. Oui, j'ai vu passer. C'est bazar, mais ils viennent pas tous, ils viennent pas du Missouri, les mecs. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez, vous, des joueurs, Elio, John, que. Peut-être plus John de ton côté. Est-ce que t'as un joueur. Enfin, voilà, une signature ou une perte que t'as pas aimé dans. Non, moi, c'est. Alors, signature, non, pas spécialement, parce qu'il y a des profils intéressants, même sur les petits noms, entre guillemets, hormis Peterman, on sait qu'il est là pour tenir la bouteille de Gatorade de Derek Carr. Euh, Moi, c'est plus les pertes sur la O-line qui m'inquiètent. Andrew Speed, même si bah, il a connu des hauts et des bas chez nous en 9 saisons, il a fait 3 Pro Bowl et il a fait des catastrophes aussi. Enfin, il a vraiment été inconstant. L'année dernière, il nous aide bien. Il commence la saison sur le banc, il termine titulaire en left tackle. C'est la première fois qu'il joue à sa position pour laquelle il était bon au collège. Euh, ça me fait mal, surtout que quand tu vois la production de Trevor Penning l'année dernière, c'est la grosse interrogation. Et mine de rien, bah, tu as Ryan Ramczyk qui, je pense, c'est sûr, jouera pas de la saison et risque de prendre sa retraite. Et derrière, on vient de perdre James Hurst aussi, qui jouait en guard à gauche. Ça fait 3 grosses pertes sur la O-line. Tu te demandes avec qui on va jouer cette année et si Derek Carr va être un minimum protégé ou pas, quoi. James Hurst, il a signé quelque part ou pas encore? J'ai pas vu. Non, il a pris sa retraite. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, bah, Ça a été ça- annoncé 2 jours avant la draft. Sympa pour faire des moves. C'est ça. Très intéressant. Elio, est-ce que toi t'as quelqu'un Juste en perte, pareil, les signatures, j'ai RS, mais en perte, Isaac Adam, le cornerback, qui apportait une profondeur, voire. Enfin, c'est un mec qui, de toute manière, avait le talent pour être titulaire. Il l'était pendant que Marshall Latimore s'était blessé la saison dernière. Il était très, très. Enfin, j'en perds mes mots. Aujourd'hui, j'ai trop enregistré. Il était vraiment intéressant, vraiment bon. Il nous a pas mal dépanné quand on avait besoin. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des DB bons dans leur rotation, mais qui ont aussi leur place de starter. Et voilà, il est parti du côté de San Francisco, c'est pas pour rien. Donc c'est ma seule déception en termes de mec qui revient pas. Et puis oui, la O-line, c'est vrai que ça s'est allégé. Andrew Speed, ça aurait pas été de refus qu'il revienne pour un petit contrat, mais il est parti à Vegas. Et puis voilà, rien à dire. C'est vrai c'est vrai que Yadam il va pas faire de mal aux Niners, hein, avec le parcours des playoffs, on en parlait pas mal avec beaucoup de fans des Niners. C'est- C'était assez compliqué, c'était assez compliqué le poste de corner. Donc pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la free agency, à moins que vous ayez un joueur dont vous voulez parler un peu plus encore. Non, non, non. Non, non, on est bon. On est bon, et ben on va passer à la draft. À la draft, vous aviez plein de picks, mais pas tant que ça au final. Vous aviez un premier, un deuxième, 3 cinquièmes, un sixième, un septième, que vous avez utilisé sur Thalys Fuaga, le offensive tackle en pick 14, Kool-Aid McKinstry, cornerback d'Alabama au deuxième tour. Au cinquième, vous avez pris Spencer Rattler, quarterback de South Carolina. En receveur, Bob Means au cinquième tour encore. Jalen Ford, le linebacker, au cinquième tour encore. Au sixième tour, Christian Boyd, defensive tackle. Et au septième tour, Josiah Ezirim, un offensive tackle. Voilà la liste des différents picks. Est-ce que, avant de parler un peu plus en détail, est-ce que vous trouvez que c'est une
une plutôt bonne draft? Est-ce que vous trouvez que c'est une moyenne draft? Est-ce que vous trouvez que c'est une draft catastrophique? Vas-y. Très bonne draft. Très bonne draft. Alors, pas beaucoup de pics. Donc, c'est le seul bémol. Et bon, il y a un pic qui m'a dérangé, vous le savez tous, c'est Bob Means au 5e tour. C'était beaucoup trop haut et surtout un petit peu sorti de nulle part. Notamment au vu des autres receveurs qui étaient toujours disponibles sur le board. D'ailleurs, ça n'a pas tardé. Hein. Bob Means, il est parti. T'as pas mal d'équipes qui ont drafté les meilleurs receveurs restants. Mais en dehors de ça, non, on n'a pas besoin de trade-up. On va récupérer le tackle qu'on voulait. On avait le choix, de toute façon, c'était ou tackle ou D-line, on sait. C'était écrit d'avance. On a Joe Alt qui était inespéré. On a Olu Fashanu qui pouvait potentiellement tomber jusqu'à nous, mais c'était quand même assez. On, s- on s'attendait à ce que ce ne soit pas le cas, et puis il n'a pas passé à New Jersey. Et puis, New Jersey, lapsus, New York. Et puis, Talisé Foga qui tombe jusqu'à nous. Donc parfait, on n'a pas besoin de trade-up. C'est juste cool. Cullen McKinstry, c'est un style incroyable au second tour. C'est un des top 3 cornerbacks de cette draft sans aucun problème. Très très surpris qu'ils soient un petit peu descendus. Après, il y a eu des rushs sur d'autres postes aussi qui ont fait que, d'ailleurs, le premier défenseur, faut pas oublier qu'il sort au pick 15 ou 16, il me semble. C'est 15, ouais. 15 au Les Colts. Colts. Ouais. Tu mets qui dans Donc, ton top 3 tu mets qui dans ton top 3 de corner avec Kool-Aid McKinstry par curiosité? Quinion Mitchell, mais ça dépend encore de comment tu le fais jouer. Pas sur tous les aspects. Et Cooper DeJean. Ok. Ça donne- ok. Voilà. Et pareil, encore une fois, comment tu le fais jouer, ça dépend. Mais bon, les Eagles, ils savent faire jouer leurs joueurs, hein, donc ça, j'ai aucun souci pour Dejan. Nous, pareil, McKinstry, je pense que dans notre système, il va bien s'inscrire. Ça, j'ai aucun souci là-dessus. Désolé, hein, je fais un peu le résumé de la draft, mais bon, Fais-toi récupérer plaisir. Spencer Rattler au 3e jour, pour moi, il passait jamais le 2e jour, et même pas le 2e tour. C'est aussi inespéré. Enfin, c'est Parce que incroyable. Et puis, il était attendu il y a quelques années comme peut-être le numéro 1 de sa propre draft. tout Et à il fait. se retrouve, Tout il à se fait. retrouve au 150e pick. C'est quand même assez. Ça dégringole, quoi. Et tu sais qu'il s'assoit pour au moins 2 années chez nous. Donc il est même pas propulsé, rien que, enfin, même dans un an, il a le temps. Il a le temps. Jalen Ford, c'est un très bon joueur. On a besoin de linebacker. On en parlait tout à l'heure. Ben, c'est une excellente addition. Très gros leader à Texas. En plus, Christian Boyd, pareil, tu renforces ta ligne intérieure D-line avec un gros potentiel. Et puis, Josiah Ezirim, bon, c'est un petit peu anecdotique. C'est du 7e tour, mais c'est un joueur qui a tapé dans l'œil de notre ancien O-line, Jerry Evans, qui l'a entraîné au Shrine Bowl, si je dis pas de bêtises. Et il a adoré le joueur. Donc voilà, c'est pareil. Ok. Enfin, en fait, tous les postes qu'on a renforcés, là, c'était des qu'on a pique plutôt, c'était les postes qu'on devait renforcer. Et ce sont des bons joueurs à chaque fois, à part Bum Means, mais qui sont, enfin, pas Bum Means sur son range, mais qui sont voilà au bon moment de la draft, quoi. Donc non, assez bouche bée du travail des Saints cette fois-ci. T'aurais voulu qui en receveur à la place de Bub Means pour donner un peu une idée à tous ceux qui suivent pas nécessairement le college football dans nos Il y avait abonnés? qui? Alors là, ça remonte à un peu longtemps Dans mes souvenirs, maintenant. t'avais. Moi, je sais Il y qu'il y avait avait Brandon les Rice deux qui avait Washington. tombé, que j'aimais bien. Mais. Ouais, il y avait les deux Washington, il y avait. Attends, oula, deux têtes. Il y avait, ouais, Braden Rice, il y avait les deux Washington, il y avait Withington, je crois, qui était encore là aussi. Johnny Wilson de Florida State. Oh, putain. Bref, bref, je vais pas m'énerver. Mais alors, faut savoir un truc, c'est que l'année dernière, Elio s'est énervé sur notre pick au 5e tour aussi de Jordan Oden, le safety. Et Jordan Oden, au milieu de saison, finit titulaire et fait une saison vraiment pas mal pour un rookie de 5e tour. Donc, 10 fois mon mea culpa. donc, Faut donc le faire j'espère que partout. Bob Means, voilà, j'espère que Bob Means aura la même trajectoire que Jordan Oden et fera mentir Elio. Euh, Globalement, je vais pas faire l'expert draft parce que c'est plus Elio là-dessus. Je suis le collège, mais d'assez loin. Même sentiment, pour moi, les postes les plus importants sont pourvus. Ça a râlé un peu sur McKinstry parce que des gens ont vu le pic comme on n'a pas besoin de corner, on a Latimore et Adibo, mais si tu regardes les situations contractuelles, Latimore était pas loin d'être échangé vers une autre équipe sur la off-season, ça s'est arrangé visiblement.
Tu as Paulson Adibo qui est free agent à la fin de la saison à venir aussi. Et s'il continue sur les bases de la saison dernière, il va coûter très cher à re-signer. On a Alonte Taylor qui est pas mauvais sur l'extérieur, qui est très mauvais en slot. On l'a vu l'année dernière. Tu as la perte d'Isaac Yadom aussi, comme Elio le disait. Donc pour moi, non, c'est une signature très intelligente. Et s'il y a bien une chose sur laquelle je fais confiance à Denis Allen, c'est sur les DB. Il sait très bien les choisir, il sait très bien les exploiter. Donc je pense que il doit avoir sa vision et le rôle qu'il veut donner à McKinstry et ça va marcher. Et puis McKinstry qui tombe en 41, tu fonces. Mhm. Enfin, moi j'avais vu pas mal de mock draft où il tombait au premier ou alors vraiment le pic, le 33 quoi. Donc en 41 t'es bien quand ça comble un besoin en taux. Je sais pas ce que t'en penses toi. Et un peu le choix que t'as aimé le plus, c'est peut-être lui, je sais pas. Déjà rien que pour son nom, moi je sais que j'aime beaucoup. Mais Si, tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on parlait finalement, peut-être que la seule déception de cette draft des Saints, c'est le nombre de pics. Mais ça a tellement été bien investi dans la logique d'un futur que finalement, la draft, elle est quasi parfaite pour les Saints. Moi, je dirais Fuaga, parce que Fuaga, je pense qu'il va être tout de suite mis à la contribution. Je sais pas, vous me couperez si je dis une bêtise, mais je pense qu'il va être tout de suite mis à contribution. Ça a l'air d'être un leader dans le vestiaire, un physique, un très bon physique aussi. Il va pouvoir tout de suite avoir de l'impact dans le jeu et sur la ligne. Après, pareil, moi, collège football, je suis pas assez calé. Alors, moi, je me suis réécouté votre podcast ce matin avant l'émission, du coup, et du coup, moi, j'ai retenu Bob Means en défaillance, le seul caillou dans la chaussure finalement. Donc, je vais faire confiance à Elio sur ça. Et non, moi, je trouve que c'est une très belle draft. Elle est cohérente. Elle répond directement sur le court et sur le long terme aux besoins qu'ont les Saints. Bob Means, Elio, s'il avait été drafté au 7e tour, est-ce que tu aurais été moins. En gros, si tu inverses tous tes pics et que tu mets Bob Means à la fin, est-ce que tu serais plus satisfait de l'avoir déjà? Ouais, ça aurait été anecdotique. Ouais. Surtout s'il a été drafté après les joueurs qu'on a cités, là, les autres receveurs. Bob Means, juste pour la faire, en fait, les Saints, on adorait faire ça beaucoup plus avant, mais on le fait au moins une fois par an. On prend un mec qui a un top RAS, en gros. Bob Means, c'est un top RAS. Euh, la différence entre le RAS et le terrain, il y a énormément d'exemples souvent, mais bon, on continue de jauger là-dessus. Énormément de gens le font, hein, de toute manière, et de GM. Donc voilà, il a été pris très clairement juste pour ça. Moi, je suis partisan, et d'ailleurs, c'est bien que j'en parle dans un podcast qui regroupe surtout des fans de NFL. Moi, je suis partisan dans la draft pour drafter des mecs à leur range. Il n'y a pas de drafter trop. Enfin, il n'y a pas de. Excusez-moi. Oui, regarde, ce joueur, il a performé et tout, ferme-la, t'as dit des bêtises. Non, c'est pas ça. C'est que tu peux peut-être avoir meilleur au moment où tu vas drafter et avoir ce joueur plus tard. Donc voilà, moi je suis pour rentabiliser, maximiser au maximum justement chaque pick. Et puis c'est pour ça que je mets beaucoup d'importance sur le range. Mais par exemple, j'avais sauté de ma chaise pour Jordan Howden l'année dernière. Il m'a prouvé que c'était un bon joueur. Mais encore une fois, je pense que Jordan Howden, on aurait pu aller le chercher plus bas et qu'on aurait pu draft aussi un mec tout aussi intéressant, voire mieux au même moment. Après, c'est toujours de la théorie, etc. Mais c'est ma façon de voir les choses. Tu veux juger la draft par rapport au process de décision et pas sur comment il tourne derrière, quoi. C'est ça. Le Pour info, need, le BD en même temps. pour tous ceux qui savent pas, le RAS, c'est le Relative Athletic Score, c'est tout ce qui est mesuré au combine, en gros. Donc, tout ce qui n'est pas du football. Mais qui peut aider à faire un footballeur, en gros. Pour la faire courte. Est-ce que vous avez un. Bon, on a parlé d'un peu tout le monde, John. Tu as précisé que tu n'étais pas un grand fan de college football. Donc je ne vais pas nécessairement te remettre dessus. Mais est-ce que l'un d'entre vous veut reparler d'un autre joueur? Est-ce que vous voyez un joueur dans les fins de tour, notamment, tu vois, parmi Ford, Boyd, Desirim? Est-ce que vous en voyez un qui peut prendre sa place assez rapidement dans la saison? Je parle pas de Rattler, puisque vous avez parlé du fait que, comment dire, ce sera sûrement 2 ans derrière Derek Carr. Est-ce qu'il y a un autre joueur où vous dites, tiens, ça comble un vrai besoin et il peut rentrer direct presque day one? Presque étant important.
Pour moi, c'est peut-être plus. Alors, Ford a un haut potentiel, mais pour moi, c'est peut-être Boyd, parce qu'on a perdu Malcolm Roach de l'année dernière. Enfin, il s'est blessé, je crois, en milieu de saison. Et juste derrière, on n'a pas arrêté de se faire ouvrir au sol à la course. Malcolm Roach était un excellent run stuffer, et c'est le rôle de Boyd. Il a été drafté pour ça. Il est bon là-dessus. Et je pense qu'il a moyen de contribuer assez rapidement, peut-être plus que Ford qui risquait d'être loin dans la rotation, sachant que tu as des Mario Davis, Pete Werner et Willie Gay devant lui, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Elio. Oui, je pense pareil. Je pense que de toute manière, on verra les deux. Tous, il y a quand même un peu de monde devant eux, mais qu'ils auront. De toute façon, Denis Allen, il aime bien faire tourner en défense, hein. C'est pas un problème avec lui de faire rentrer des mecs pour quelques snaps, etc. Donc on verra les deux. Mais très clairement, c'est des joueurs à gros potentiel. Les avoir draftés à ce moment-là, c'est pas pour rien. Et on les verra sous notre maillot et pas comme les années précédentes où on piquait des mecs au 5e, 6e tour pour qu'ils terminent sur la practice squad et qu'ils se barrent au bout d'un an. Là, en l'occurrence, on va vraiment voir ces joueurs. Et c'est cool. Pas top. Ça fait, du coup, ça peut nous faire conclure la draft. Est-ce que, du coup, on peut conclure et se projeter un petit peu vers la saison 2024? Est-ce que, Anto, je vais te laisser commencer. Est-ce que tu trouves, du coup, je vais pas te vous voyez, hein, mais est-ce que tu trouves que les besoins globalement ont été comblés lors de cette période d'off-season, donc par les deux périodes, hein, free agency et draft? Ah bah oui, sans revenir sur tout ce qu'on a dit et surtout sur ce que nos deux comparses ont bien cité, je pense que oui, globalement, les besoins ont été comblés, que ça soit sur la O-line, sur le backfield défensif, sur l'après Derek Carr. Très bien souligné, je pense, par John, au niveau de l'offensive coordinateur, ça vraiment, ça fait plaisir. Euh, je sais pas. Moi, j'ai un problème avec Denis Allen. J'ai l'impression qu'il ne sait pas s'imposer. Alors, vous pourrez peut-être nous dire. Euh, Moi, il m'énerve. Alors, Pete, Carmichael avait aussi son lot de défauts. Bon, bah, il est parti, hein, forcément. Sa plus C'est pas. grande qualité, je pense, d'être Ouais, parti. je pense que c'est pas plus mal. Bon, faut quand même respecter le travail qu'il a fait. À un moment, il a quand même été là de Oui, nombreuses années. attention, hein. Voilà, Oui, oui, bien voilà. sûr. Voilà, mais je pense que c'était bien que la page se tourne. Par contre, ça c'était C'était vraiment le bon important. moment. Je pense que là, cette saison, on a vu qu'il y avait aucune logique et surtout qu'il y avait en fait, le frein à main était constamment mis sur cette escouade offensive. Et du coup, moi, j'ai hâte de voir le nouveau Clint Kubiak en œuvre. Et, et non, et sinon, pour moi, tout a été bien comblé à peu près. On avait quand même déjà un bon socle. Il faut pas tout jeter et dire qu'on était à la ramasse, hein. Les Saints, ils ont quand même une très très bonne base au niveau des joueurs. Donc, non, vraiment, une bonne draft, une bonne free agency qui comble quelques trous et qui, je pense, sur l'avenir, va s'annoncer plutôt, j'espère, radieux. Voilà. Non, non, mais oui. Enfin, moi, de toute manière, sur la question, je le dis d'avance, hein, sur la question de Denis Allen, il y a deux choses. Il y a une chose où tout le monde s'attend un petit peu que ce soit sa dernière saison, puis il y en a une autre où tu te dis, mais quel type a envie de se faire virer, en fait? Surtout un mec qui est là depuis tant de temps, qui a sa famille d'installer, qui a, enfin, c'est pas rien. C'est comme Carmichael. S'il est resté aussi, c'est parce que déjà, on a une organisation qui est quand même assez familiale. On a tendance à un peu garder tout le monde à chaque fois. Mais les mecs, ils ont leur vie ici depuis ultra longtemps. Et je pense que Denis Allen, ça lui déchirait le cœur de quitter les Saints et de se faire virer. Il a déjà connu enfin, cette configuration chez les Oakland Raiders à l'époque. Là, il est vraiment dans sa maison. Donc non, je pense qu'il va faire en sorte que ça aille mieux. Il y aura peut-être pas, parce que c'est pareil, tu ramènes Clint Kubiak, jeune offensive coordinateur, machin, tu sens quand même un peu l'idée derrière, dans le sens où si lui, ça clique et tout, il y a moyen qu'après, on lui file les rênes. Est-ce que ça va donner une sorte de défiance à Denis Allen, ou est-ce que Denis Allen, au contraire, pour se sauver, il va être totalement in et pas mettre de bâton dans les roues de Kubiak? Donc voilà, ça va être aussi analysé pendant cette saison. Mais
Moi, déjà, à ce niveau-là, je vois pas Denis Allen partir comme un perdant d'avance. Qui veut perdre son poste? Personne. Voilà. Et Non, puis, de toute clairement. manière, Denis Allen, on va pas mâcher nos mots, hein, c'est pas un bon head coach, c'est un excellent coordinateur défensif. Ça, y a pas à nier. Mais c'est pas un bon head coach. Il n'a pas le leadership pour diriger 53 mecs, en fait. Les égos sont difficiles à gérer. Enfin, clairement, c'est quand tu passes après Payton en même temps, c'est assez dur. Enfin, la marche est haute. Ce que j'apprécie quand même, c'est que notre GM Mickey Loomis le met en position de réussir. C'est qu'il a toujours mis les choses en place pour lui donner les moyens de réussir. Donc clairement, je pense que c'est sa dernière cartouche cette année. De toute façon, c'est sa dernière année de contrat. Donc si ça le fait pas à la fin de la saison, je pense à la fin de la saison et pas en cours de saison parce que c'est pas l'esprit de la maison, il sera plus là. Quitte j'ai envie de dire, tu es dans une situation un peu win-win. C'est que bah, si Denis Allen est mauvais et qu'on fait une saison de merde, on se retrouve peut-être avec un top 5 pick ou top 10 à la rigueur. Pour un nouvel head coach qui arrive derrière, c'est bien. Tu as moyen peut-être d'aller chercher ton quarterback aussi du futur si tu n'as plus envie de jouer avec Derek Carr. Sinon, Denis Allen, il y a un monde où il peut être prolongé s'il va gagner sa division et qu'il va en playoff. J'attends de voir, mais voilà, c'est ce que j'aime beaucoup de la part de Mickey Loomis, c'est qu'il lui donne les moyens de réussir. Denis Allen a un peu fait de Pete Carmichael son bouc émissaire. Il l'a mis dehors. C'était un des gros besoins, en tout cas, un des gros points noirs de la saison dernière. Il a été chercher Clint Kubiak. Oui, attention aussi à Clint, qui pourrait être, comme le disait Elio, un profil si jamais Denis Allen se fait virer. C'est le profil à la mode. C'est un ancien joueur du tri de Shanahan, vu qu'il était Ouais. passing C'est game ça, coordinator aux Niners. Donc évidemment, ça peut faire peur en quelque sorte. Faut pas oublier avant par contre qu'il était au clairement. Broncos. Il était au Broncos et que ça se passait un peu moins bien du côté de l'attaque des Broncos. Donc ça peut aider aussi ouais. d'être. Et avant, il était aux Vikings quand ça se passait très bien pour Kirk Cousins. C'est C'est vrai. ça. Et tu vois, Et c'est un peu le même type de quarterback au final qu'on a avec Derek Carr. Donc même si Cousins sur le papier est quand même meilleur que Derek Carr, il peut faire quand même une excellente saison chez nous. On va espérer que la tendance de bon, moins bon, bon et s'arrête là et qu'on continue sur un bon. Et je pense que c'est plus effectivement ce qui risque de se passer. Comment est-ce que du coup vous voyez la saison prochaine? Vous avez fait 9-8 pour le rappeler la saison dernière, avec un calendrier que vous avez rappelé et que vous avez prévenu assez euh, plutôt très abordable, un calendrier historiquement abordable comme vous l'avez dit. J'ai pas regardé le planning des Saints. Est-ce que vous le trouvez abordable, Alors, moins, enfin, sur le papier, on a le deuxième calendrier le plus faible de la ligue, encore une fois, mais les adversaires sont tout autres cette année. En tout cas, au niveau des quarterbacks, c'est quand même bien plus relevé. Donc, pour moi, cette équipe, je vois, allez, si on fait un bilan négatif, on aura nos 7 victoires. Je pense qu'on a le potentiel, en tout cas, pour aller chercher au minimum 7 victoires. Au mieux, on fait une saison à 10 victoires, je pense. Et voilà, on est vraiment dans le ventre mou. Pour moi, le pire, on ne fera pas une saison catastrophique. Au mieux, on fait une saison positive qui ressemble un peu à la précédente, avec des améliorations quand même au niveau de l'attaque. Il faut savoir qu'on a quand même pas mal de matchs l'année dernière qui se sont décidés à 7 points, enfin une possession. Donc, si tu as un ou deux matchs sur le calendrier qui tournent en notre faveur, il y a moyen peut-être d'aller chercher 10 victoires, quoi. là, je te dis, Alex, tu vas voir, hein, à la moitié de la saison, ils vont tous crier pour que Denis Allen soit viré, dire que les Saints, c'est nul, c'est n'importe quoi. Parce que sur la première partie de saison, bah, tu te déplaces à Dallas, tu as les Eagles, donc ça c'est sur les 3 premières semaines. Tu as les Eagles, semaine 5, tu as les Chiefs, ensuite tu tapes les Bucks, tu te déplaces à Los Angeles chez les Chargers. Première partie de saison, elle est galère. La deuxième partie est quand même beaucoup plus légère. Et en fin de saison, on refera le bilan en disant oh, finalement, on a une saison positive. Alors, moi, je prévois sincèrement une saison comme l'année dernière qui va se jouer à rien avec les Bucks ou
Les Falcons, je sais pas, j'arrive pas à le sentir. Mais bref, avec les. Faut voir quand Mais- même. Hein. Ouais, Tout non, mais dépend de tu vois, comment Cousins revient en fait. c'est ça, Parce que ouais, c'est l'année ça. dernière, il leur manquait un quarterback qui était régulier et qui était bon pour débloquer quelques victoires. Et tout dépend de comment Cousins revient de blessure, quoi. Ils sont pas bien renforcés à la draft, en fait. C'est le seul truc qui me fait dire que il y a encore des postes où on peut, on peut les taper. C'est ouais, mais ça va dépendre de Cousins. Mais moi, vraiment, je planche sur une saison comme l'année dernière, avec un bilan un petit peu ric-rac, mais positif. Et ça va se jouer à rien si on va en playoff ou pas. On est contender enfin, on risque de remporter la division comme on risque de terminer deuxième, mais on n'ira pas beaucoup plus bas, à mon avis. Si vraiment on se tape un sale bilan, c'est que ça a été la catastrophe industrielle et qu'il s'est passé quelque chose d'énorme et de grave dans le vestiaire, quoi. Mais je ne nous vois pas vraiment si mauvais. Et c'est un petit peu le problème des Saints en règle générale, hein, désolé de monopoliser la parole, mais c'est que c'est toujours pareil, c'est que finalement on n'a pas énormément de grosses saisons avec beaucoup de victoires à chaque fois. Et puis quand tu vas drafter, tu te retrouves toujours sur un range ni trop haut ni trop bas. Voilà. Et c'est un peu l'histoire des Saints, c'est que tu as toujours ou bien l'attaque qui performe et la défense qui est nulle, ou bien l'inverse, la défense qui est top et l'attaque qui performe pas. Et donc tu te retrouves avec une équipe qui est ni trop haute ni trop basse. Et parfois c'est frustrant. C'est Et très du coup, frustrant. Ouais, c'est très voilà, je frustrant ce prévois genre toujours un d'équipe. peu comme Hein. ça. Après, en soi, c'est un bon débat à avoir aussi. Est-ce que tu préfères avoir une équipe qui finit toujours top 5 à la draft chaque année Non, ou non, une non, non. équipe où tu es dans le ventre mou mais tu as quand même 7, 8, 9 victoires par an? Moi, perso, je le vis beaucoup mieux comme ça que voir mon équipe perdre toutes les semaines. Moi, Tu sais, à ce niveau-là, je vais te faire un comparatif rapidement. Moi, je suis fan des Bulls en NBA et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Globalement, Ouais. je déteste et limite ça me donne envie de plus regarder parce que ils sont tout le temps dans play-in et ils se font le play-in peut-être, ils se font un match derrière ils font plus rien et ils récupèrent des joueurs qui sont dans le range du 12, 11-12 à chaque Ouais. fois. Là, c'est encore le cas cette année, je crois que c'est 11 et c'est chiant parce que tu peux jamais bien reconstruire. Après, il y a des choix de merde, etc. Donc c'est voilà, mais moi je préférerais vraiment que ça perde bien comme il faut pendant 2-3 ans, quitte à avoir des rookies qui t'excitent que d'avoir ce qui reste à la fin, quoi. ouais, mais en fait, tu sais pas, tu vois, par exemple, au foot, vu que c'est 53 joueurs, etc., tu as tellement plus de paramètres à prendre en compte que si Bien c'est du sûr. basket, même du hockey, tout ça. Tu vois, on voit Chicago avec Connor Bedard, là, on sait que ça va bien revenir, tout ça. Mais tu as des équipes, les Jags, là, les Panthers, malgré Ça leur fait 10 fantastique ans que run ça avec Cam pique. Newton qui est arrivé une fois. Enfin, t'as les Jets, tu as des équipes qui draftent toujours haut ou assez haut et qui n'y arrivent jamais, en fait. Donc, non, moi, tu vois, cette place-là, elle m'effraie trop. C'est pas parce que tu draftes haut que tu fais forcément les bons choix et que derrière, sur toute une saison et tous les autres choix à faire, tu fais les bons. Et donc voilà, donc je sais pas, c'est vrai que c'est une bonne question. Et puis d'un point de vue différent, enfin, tu vois, quand tu es fan de différentes équipes, etc., tu as des points de vue différents. Quand tu as vécu différentes situations selon tes équipes, évidemment qu'on ne sera pas tous d'accord là-dessus. Puis toi, t'as un avantage, Elio, Il y a c'est pas que. de défaite. T'as un avantage, c'est que même si les Saints font une mauvaise saison, t'as une deuxième franchise de cœur. Vu que t'aimes bien. Voilà. C'est la. J'ai j'ai ma franchise AFC, mais est-ce que tu préfères avoir la saison des Merci, Saints Alex. ou une saison des... Est-ce que vous préférez une saison des Saints ou une saison des Ravens où tu crois toujours au Super Bowl et tu te casses la gueule à la dernière seconde? Ouais, je pense que je préfère la saison des Ravens quand même. Du coup, toi, ton rêve, Elio, c'est Ravens Saints au Super Bowl, quoi. Non, justement, cauchemar, cauchemar. Non, non, D'accord. mais quand il y a les Saints Ravens, c'est Saints 3000%, ça changera jamais. Mais c'est vrai qu'en AFC, j'aime énormément pour des raisons personnelles les Ravens. C'est cool. C'est ce qu'il nous raconte, mais quand Ravens France aura passé le nombre de followers plus important que Saints France, il fera son transfert là-bas, il nous lâchera. Maintenant qu'il y a de la thune sur Twitter, excuse-moi, évidemment. Euh, Top. Anto, on n'a pas eu ton avis? Si mes souvenirs sont bons. Ouais. Alors, moi, bah, sous l'un de vos tweets où vous demandiez justement de faire nos pronos, moi, j'ai replacé un 9-8 de l'espoir.
Je pense un 9-8 beaucoup plus positif parce que par rapport justement au calendrier, je pense que si on fait un 9-8, ça aura une meilleure saveur que la saison dernière. Par contre, attention, parce que Elios, il l'a quand même très bien annoncé. C'est surtout en déplacement. Attention les matchs pièges, hein, et qui vont vraiment taper les Cowboys, les Chiefs, les Chargers, même les Packers. Hein. En plus, on a une mauvaise, un goût amer de l'année dernière avec les Packers aussi. Et attention surtout dans la division, à faire garder la bonne dynamique. L'année dernière, on sort en 4-2 de la division. Va falloir regarder ça. Déjà, va falloir, du coup, désolé pour eux, mais martyriser encore une fois les Panthers. Ça, c'est obligatoire. C'est un 2-0 obligatoire. Et après, pareil, ouais, j'ai du mal, j'ai peur. Parce qu'il y avait un combat, on va dire, contre les Buccaneers. J'ai l'impression que cette année, ça va être plus un trio. Je pense que les Falcons vont venir aussi mettre leur grain de sel là-dedans avec Cousins. Et du coup, j'attends de voir. Mais j'espère, je pense qu'ils vont sortir quand même positifs, les Saints, de cette saison. Il y aura un match très intéressant, du coup, le dernier match de la Ouais. saison entre les Saints et les Bucks qui En sera plus, ouais. probablement décisif, comme beaucoup. Ouais, Beaucoup de matchs. pour le coup, le planning de la week de la dernière semaine est très intéressant et t'as beaucoup de matchs qui peuvent se jouer comme ça sur la dernière semaine. Enfin, beaucoup de divisions, donc c'est très cool. Mais oui, intra-division, je pense il y a moyen de faire comme l'année dernière. Je pense que on fait 2-0 contre les Panthers et on split contre les Falcons et les Bucks. On verra, hein, j'espère sweep aussi les Falcons, comme tous les ans. On pourrait faire une saison de merde et pique en top 5, mais si tu sweeps les Falcons, ça va. J'accepte. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter puisque l'épisode arrive à sa conclusion? Est-ce que vous avez une petite mention en plus, quelque chose que vous voulez mettre en avant? Non, juste, voilà, encore une fois, vous êtes un podcast global de NFL, donc c'est cool. On passe le bonjour à tous ceux qui nous auront écoutés, qui auront pris le temps d'écouter les fans des Saints parler de la franchise. Donc n'hésitez pas, hein, à venir nous poser des questions sur Twitter et Saints France, hein, si jamais. Puis c'est cool, il y a de plus en plus de gens qui regardent la NFL maintenant. Il y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse en France, dans le monde francophone. Vous, le front office, vous y contribuez à votre échelle. On essaye tous d'y contribuer à notre échelle, donc c'est vachement bien. Et merci évidemment pour l'invitation. Surtout, merci pour cette invitation. Oui, clairement. Un gros merci à vous. Ça a été un gros plaisir. Bah, avec grand plaisir. C'était cool de vous avoir tous les deux. Et même si l'organisation, c'est vite. Ah, est-ce qu'il peut venir? C'est cool. Enfin, c'était très cool. Donc merci à tous les deux. Merci Anto aussi d'être venu avec nous. Merci à Et vous. merci Anto surtout de nous suivre et d'interagir avec nous depuis longtemps. Sans fleurs. Non, mais ça fait plaisir. Pour ceux qui n'ont jamais écouté un podcast du French Creator Podcast, allez les écouter. Franchement, c'est bon délire. Vous avez de très bons avis. En plus, tout coup, Elio, toi qui suis le collège football, pareil, tu as aussi ce recul qui est très intéressant. Vous êtes tous des super gars. Et non, c'est super. Allez les suivre sur Twitter. Niveau activité et tout, vous bombardez. Donc franchement, c'est un plaisir. C'est Merci adorable. beaucoup. Merci beaucoup. Que du love ici. Ouais, C'est exactement. c'est pour ça qu'on est en rose partout Ouais. sur Front Office. Puis, Hein, allez quand même écouter le podcast français de la meilleure franchise NFL. C'est surtout ça. Celui des Falcons, hein, si jamais. Non, surtout pas. Je crois qu'ils l'ont arrêté en plus. vous êtes vilain. Vous êtes vilain. C'est tout ce que j'ai T'es dit. méchant, Elio. C'est C'est Elio, ça, c'est son mauvais côté. Mais en tout Il cas, a du coup, pas sourire, mais derrière, il est très dur. Insupportable. Guacamole. merci à vous deux en tout cas, Elio et John. Du coup, on rappelle qu'on peut vous suivre sur Saints France et le French Quarter Podcast. Elio, on peut aussi te retrouver sur. C'est quoi? C'est Maryland que tu suis que tu Ouais, partie? France Terps. Ouais, les Terps. Maryland Terrapins, le compte français, France Terps, voilà. Il n'y a pas trop d'activité en ce moment. Quand la saison va reprendre, il y en aura beaucoup plus.
Si Mais vous voilà. avez aimé Elio, vous voulez le voir partout, vous êtes fan des Saints, des Ravens et de d'autres équipes que pourquoi pas, il accueille tout le monde, c'est l'avantage. Et bah maintenant vous avez une de ces 22 franchises de college football qui sont les Panthers. Et The Triplé, hein, évidemment. Ouais. Ouais. Ouais, d'ailleurs, tu fais bien de le dire parce qu'en ce moment, j'enregistre tout seul la plupart des previews qui vont sortir tout au long de l'été pour la saison 2024. Donc voilà, pour les amateurs de college football, il y a toutes les previews comme chaque année qui vont sortir là tout l'été, une par jour. Ouais. Quand vous n'y connaissez rien au collège football, allez sur thetrickle.fr voir les fiches. Franchement, Je me sens c'est visé. incroyable le taf Vous que. le font, ouais, clairement. Bah là, pour les bilans et tout, j'ai suivi ça aussi parce que moi aussi j'étais un petit peu perdu dans tout ça et franchement, notamment les fiches, c'est pour rappeler, pour rendre à César ce qui est à César, Elio, c'est Scoot Valentin et C'est Ryan Valentin et Scoot. Ryan, ouais. Ouais, Ouais, Valentin c'est et ça, Ryan. Scoot Donc, ouais. Valentin, Ryan Scoot, ça, sur Twitter. Ouais, ils font un travail titanesque et donc c'est un plaisir. Quand ils connaissent rien, après tu peux aller en soirée, tu ressors leurs fiches et puis t'as l'impression d'être le plus grand connaisseur du foot universitaire. Donc, merci à eux. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir reçus, les gars. C'est avec grand plaisir, grand plaisir. Du coup, on rappelle aussi pour nous, hein, parce qu'on a fait votre pub, on va se refaire notre pub à nous, c'est le front office absolument partout. Si vous nous avez suivis et que vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire, notamment sur Spotify. Vous pouvez interagir avec nous via les petits commentaires, je sais plus où ils sont, je crois qu'ils sont juste en dessous du nom de l'épisode. Donc on les lit, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre des petites revues, on aime bien les voir passer. Et abonnez-vous. Parce que c'est ça qui nous permet de voir qui nous suit réellement. On voit qu'il y a plus d'écouteurs que de gens qui nous suivent. Donc c'est cool, parce que ça veut dire que ça nous fait plaisir. Mais si on pouvait avoir tout le monde qui nous suit, c'est quand même sympa. Arrêtez de nous chercher et suivez-nous. Ça arrivera directement dans votre inbox Spotify ou peu importe où vous écoutez les podcasts, que ce soit sur Apple Podcasts, YouTube ou peu importe où vous écoutez. Merci Elio, merci John, merci Anto. On se retrouvera pour un prochain épisode qu'on annoncera en temps voulu, puisque là, nous ne savons pas tout de suite. Ce sera très probablement les Browns, mais on verra ça lors du prochain. Oui, c'est vrai que c'est ton rival de division, excuse-moi Elio, j'avais oublié. Mais, euh, mais ok, donc ce sera très probablement les Browns. Et d'ici là, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et vive le football.